Todos nós já fomos crianças um dia. Ladrões, assassinos, estupradores também. Será que ações educativas desenvolvidas na infância podem evitar que crianças se tornem adultos agressivos e até mesmo criminosos? Para falar sobre esse tema, o Cidadania recebe um dos convidados da 5ª Semana de Valorização da Primeira Infância, realizada no Senado Federal em Brasília, Maurice Berger, diretor do Serviço de Psiquiatria Infantil e do Adolescente do Centro Hospitalar Universitário de Saint-Étienne, na França. Dr. Berger, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. O senhor disse que o problema da violência não é exatamente o jovem agressivo, mas sim o que está por trás, a pessoa que está por trás desse jovem, a criança que está por trás desse jovem. O senhor descreve em seus livros a violência extrema, segundo a qual crianças problemáticas tornam-se jovens agressivos e depois assassinos e estupradores. O que estaria na origem desse transtorno? C'est vrai que je travaille dans un service qui s'est spécialisé en France dans la prise en charge des enfants extrêmement violents. Nous sommes le seul service spécialisé. Donc on s'est demandé pourquoi ils deviennent comme ça. Et en sachant que tous les enfants ont une certaine violence en eux, Freud a même écrit que l'enfer, ce serait le monde dirigé par des enfants de 4 ans. Donc tous les enfants peuvent se tirer les cheveux, se jeter du sable dans les yeux. Mais là, on a des enfants qui ont une violence vraiment très importante, qui persiste quand ils grandissent et avec une grande cruauté. Alors nous nous sommes rendus compte, en prenant l'histoire de ces enfants, qu'ils avaient tous vécu des événements traumatiques dans leur enfance, avant l'âge de 2 ans. C'est ce qui nous a surpris. C'est que, avant l'âge de 2 ans, les enfants n'ont pas la parole, ils n'ont pas les mots pour comprendre ce qui se passe. Donc les événements traumatiques rentrent directement en eux, comme ça, sous forme de sons, de cris, de mouvements, de regards, et ça s'imprime dans leur cerveau. Et alors nous nous sommes demandé quels sont les événements qui les ont le plus traumatisés. Et nous avons trouvé des événements en plein, c'est-à-dire bien visibles, et des événements en creux qui ne sont pas visibles comme traumatisme. Voulez-vous que je les explique maintenant? S'il vous plaît. Oui. En plein, ce sont des enfants qui ont été soumis à des parents qui leur criaient dessus très fort, qui pouvaient les taper, qui étaient des parents imprévisibles. Ils pouvaient partir 3 heures du domicile et puis laisser le bébé tout seul, 3 heures ou parfois 1 semaine. Hein. Ils donnaient le bébé à un inconnu pendant 1 semaine. Surtout des parents imprévisibles. On ne savait jamais ce qu'ils allaient faire dans la minute qui suivait. Quand le bébé avait faim, le parent pouvait venir tout de suite, ou il pouvait crier, ou il pouvait continuer à regarder la télévision. C'était un univers chaotique. Mais il y a une chose qui nous a beaucoup impressionnés, c'est que les enfants les plus violents que nous recevons dans notre service ne sont pas les enfants qui ont été tapés directement. Nous pensions que c'était les enfants qui ont subi des sévices. Et en fait, ce sont les enfants qui ont vu des scènes de violence conjugale. Ce sont eux qui deviennent vraiment les plus attaquants. Et ils mettent à l'intérieur d'eux l'image d'un père très violent. Et en même temps, ils sont terrifiés parce que leur mère, qui est la personne qui les sécurise, est frappée. Elle ne peut plus les protéger. Et c'est à tel point qu'au Québec, la principale source de signalement aux travailleurs, aux assistantes sociales, ce sont les policiers. Quand les policiers vont dans une maison parce qu'un homme tape sa femme, la première chose qu'ils demandent, c'est est-ce qu'il y a un enfant? Où est l'enfant? Et s'il y a un enfant, ils téléphonent au travailleur social pour qu'on protège l'enfant. C'est un premier exemple. O senhor fala certamente de diagnóstico precoce para que a intervenção possa ser também precoce. Como fazer o diagnóstico e em que momento intervir com essa criança, com esse ser que ainda está em formação? Alors, ces enfants, pour le diagnostic, présentent une violence qui est assez particulière. Il y en a beaucoup en France, qui est un petit pays à côté du vôtre,
nous comptons 14 000 enfants. C'est déjà énorme. Et il y a 60 millions d'habitants. Ces enfants, d'abord, ont une violence qui débute quand ils sont petits. Souvent, ils commencent à frapper à 16 mois ou à 17 mois, c'est-à-dire quand ils marchent, parce que la marche libère leurs mains, et à ce moment-là, ils peuvent taper. Donc, cela montre que leur violence s'était construite avant 16 mois, déjà dans la première année. Et puis, ces enfants frappent d'une manière très particulière. Ils frappent jusqu'au bout. Il faut que l'enfant qu'ils tapent se retrouve par terre, très abîmé, ou si c'est un animal, ils vont presque tuer l'animal ou parfois le tuer. Ça, c'est un signe qui nous inquiète beaucoup, les enfants qui font mal aux mammifères en particulier. Ils ne s'arrêtent pas, ils ne sont pas sensibles à la parole, aux câlins, si on les prend dans les bras, si on met une sanction. Cela ne sert à rien. Ils sont nous disons, hors d'eux, c'est-à-dire qu'ils n'écoutent plus le monde extérieur. Ils n'ont aucune culpabilité, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucune pitié. Et quand c'est fini pour eux, c'est oublié. Ils disent « Oh, je me suis excusé, c'est fini », sauf qu'il y a un blessé. Et puis, il y a deux manières pour que ça commence. C'est souvent quand on dit une toute petite exigence éducative. Il faut arrêter, tu arrêtes de jouer, tu viens manger. Ou quand ces enfants sont en groupe, parce qu'ils ont l'impression que le groupe, que le corps des autres va les envahir. Et ça, c'est ce qu'ils ont ressenti quand ils étaient petits. Quand ils étaient petits, que leur père ou leur mère était violent, à ce moment-là, ils ont gardé cette image à l'intérieur d'eux. Et quand on leur donne un petit ordre, c'est comme si on essayait de les soumettre. Ils voient l'image de leurs parents qui est en face d'eux et ils vont frapper. Mais c'est encore plus compliqué. Quand ces enfants commencent à frapper, ils ont aussi mis toute l'image du parent, par exemple, l'image du père violent dans leur esprit. Ils deviennent comme leur père. Leur voix change, leurs paroles changent, leur regard change, et nous disons ils sont coupables, ils sont tout-puissants. Ça n'est pas vrai. Il y a un père violent à l'intérieur d'eux qui les habite et qui les oblige à frapper comme cela. Ça n'est pas une excuse, hein, mais ça explique. Uma intervenção precoce da autoridade de Estado, seja do médico, seja do policial, esbarra algumas vezes em obstáculos da lei. La loi française est une des plus mauvaises d'Europe. C'est intéressant parce que cela nous permet de comprendre comment une mauvaise loi fait augmenter la violence dans la population. C'est intéressant pour un chercheur, c'est désespérant pour un citoyen. Et je suis chercheur et citoyen. La loi française a un principe presque absolu qui est il faut maintenir à tout prix la relation entre les parents et l'enfant et les maintenir ensemble. Donc, on ne va séparer un enfant que s'il est vraiment en danger physique. Mais si son développement est très compromis, si l'enfant a un retard de développement, s'il présente des troubles psychiques importants, on a beaucoup de difficultés à obtenir une protection. Une loi, nous avons d'autres lois qui fonctionnent mieux, comme au Québec par exemple. Une loi qui fonctionne bien, c'est une loi qui dit l'intérêt de l'enfant est ce qui compte en premier. L'intérêt de l'enfant, c'est la protection de sa sécurité, bien sûr, mais la protection de son développement physique, affectif, intellectuel, social. Donc nous devons être obsédés par la protection du développement. Et en France, nous sommes obsédés par ne pas faire de peine aux parents. Voilà pourquoi ça ne marche pas. No seu trabalho, o senhor descreveu 3 tipos de intervenções. Uma intervenção individual, uma intervenção de grupo e uma intervenção institucional. São 3 maneiras de tratar o assunto. Como o senhor definiria isso? Como escolher? Oui. La prise en charge de la violence, c'est très très compliqué. Cela coûte très cher
Et cela demande des équipes très motivées. Par exemple, dans la première situation qui est décrite dans mon livre, le coût de la prise en charge est actuellement de 1 200 000 $ US. C'est énorme, c'est absolument énorme. Donc la prévention est encore plus importante. Le travail individuel, c'est d'essayer de faire souvent des jeux avec ses enfants, des jeux de dessin, des jeux aussi avec des petites maisons et des jeux à plusieurs. C'est compliqué parce que si on essaye d'être seulement un thérapeute avec l'enfant, il pense tout de suite que nous allons essayer de le maîtriser, que nous allons essayer d'être plus forts. Donc il faut toujours qu'il y ait une troisième personne. Le travail institutionnel, c'est aussi compliqué et il faut toujours les deux ensemble. Le travail institutionnel, c'est qu'il faut d'abord empêcher un enfant de frapper. Parce que s'il frappe, les professionnels, les soignants ont peur. Et quand on a peur, on fait surtout attention à se protéger au lieu de soigner l'enfant. Donc, nous avons des dispositifs très contenants. Si un enfant est trop violent, il aura des médicaments. S'il est encore trop violent, il devra être isolé un moment dans sa chambre. Mais en même temps, si on isole un enfant et qu'on ne lui propose pas un entretien individuel une ou deux fois tous les jours, l'isolement ne sert à rien. Si on reçoit l'enfant seulement en entretien, et si on ne l'isole pas, il va continuer à taper. Il faut vraiment les deux méthodes en même temps. Bon, le travail groupal, il va falloir qu'à un moment, ces enfants apprennent à vivre en groupe. Parce que s'ils n'arrivent pas à vivre en groupe, ils ne peuvent jamais être dans la société. Alors on va leur proposer des activités communes avec d'autres enfants, mais pendant un temps très petit. Le but, ce n'est pas de produire quelque chose, un beau dessin, ou de faire un bon gâteau. Le but, ça va être de faire quelque chose où on met son idée avec l'idée d'un autre un tout petit moment. Et par exemple aussi en classe, ces enfants ne vont aller en classe que pendant 1 heure, 1 heure et demie, parce que le groupe est très pénible pour eux. Donc au début, on ne va pas faire de travail groupal, où on ne les mettra que de tout petits moments avec d'autres enfants. C'est petit à petit qu'on pourra augmenter cela. Et puis le travail institutionnel, c'est comment tous les professionnels doivent avoir le même objectif. Donc en réunion d'équipe, on va dire qui a peur aujourd'hui de cet enfant. On doit dire si on a peur. Si quelqu'un a trop peur, si 2 personnes ont peur, on ne pourra pas travailler. Donc il faudra prendre un dispositif pour que l'enfant soit moins violent. Et puis il y a aussi une autre chose, nous nous servons des autres enfants. Il y a une réunion toutes les semaines à l'hôpital où les enfants parlent de ce qui s'est passé. Et alors quand un enfant a été violent, les autres vont lui dire, avec les adultes présents, « Eh bien maintenant tu me fais peur. Moi je ne veux plus que tu t'approches de moi. » Ou « Pourquoi est-ce que tu m'as fait ça? Tu as été méchant. » Et ça empêche l'enfant d'effacer. Parce que pour lui, il a tapé et puis « Oh, j'ai effacé ça. » Puisque j'ai effacé ça, la victime a effacé. Nous avons des jeunes violeurs qui disent « Mais puisque moi je n'y pense plus, la victime n'y pense plus. » Donc, nous mettons en place ce que nous appelons des dispositifs anti-effacement. Il ne faut jamais qu'un jeune puisse effacer l'acte violent qu'il a fait. Et nous demandons aux autres enfants de lui rappeler dans ce groupe toutes les semaines. Et puis, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire. Uma lei brasileira recente determina que os pais não podem mais impor castigos físicos aos seus filhos. O que o senhor pensa disso e como é na França? Je vais vous répondre précisément, mais est-ce qu'il y aurait 1 ou 2 minutes pour parler de la négligence avant? Est-ce qu'on peut prendre 1 ou 2 minutes maintenant? Oui. Il y a une autre cause de la violence qui est encore plus importante que les scènes de violence conjugale. C'est la négligence. La négligence, ça n'est pas ce qu'on fait à un enfant, c'est ce qu'on ne lui fait pas. Quand on ne lui sourit pas, on ne le porte pas, on ne le regarde pas et surtout on ne joue pas avec lui.
Et nous savons maintenant que les enfants négligés sont tout le temps stressés. Et comme ils sont stressés, ils ont une sécrétion de cortisol qui augmente, c'est une hormone du stress, qui va dans le cerveau et qui détruit la zone où il y a la régulation de l'agressivité. Donc un enfant qu'on laisse tout seul dans son berceau sans jamais s'en occuper est un enfant qui peut devenir très violent. C'est pour cela qu'un des moyens que la société peut mettre en place pour diminuer la violence, c'est d'aider les parents à jouer avec leurs enfants. Mais il faut jouer avec eux. Les Américains disent « floor time ». Il faut s'asseoir avec les parents et l'enfant par terre et jouer. Les parents n'y arrivent pas si on leur montre. Ça ne suffit pas. Donc il faut créer une armée d'éducateurs, joueurs, qui aillent jouer avec les familles dans des centres ou à la maison. Et moi je dis, un pays où les parents pourront jouer 5 minutes par jour seulement, tous les jours, la télévision étant éteinte, est un pays qui sera moins violent. Et ça, c'est une chose très importante. Alors maintenant, je vais répondre à votre question sur la fessée. Je suis une des personnes qui s'est opposée à la loi qui interdit la fessée en France. Donc je vais expliquer pourquoi. Il faut faire une différence entre la fessée et en France on dit c'est un mot d'argot, une rouste, c'est vraiment frapper très fort. Chaque fois que j'ai un groupe d'étudiants en psychiatrie, des étudiants en médecine, parfois 400, un groupe de psychanalystes, un groupe d'enseignants, je leur demande qui a pris une fessée une fois dans sa vie quand il était enfant. D'habitude, tout le monde lève le doigt. Après, je pose la deuxième question. Qui est encore traumatisé à l'âge adulte? Personne ne répond, sauf, en moyenne, il y a 2 personnes sur 100 qui répondent oui. Et elles disent, c'est parce que c'est mon frère qui avait fait, ou ma sœur qui avait fait la bêtise, et c'est moi que l'on a puni. Donc c'était injuste. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Moi, je pense que la fessée peut être justifiée dans des circonstances très précises. Quand aucun moyen habituel ne calme l'enfant. C'est-à-dire quand on lui dit tu vas être puni, tu n'auras pas la télévision, ou tu vas dans ta chambre, et quand l'enfant continue à désobéir, parfois il se met en danger aussi, ou quand il insulte ses parents. Un enfant ne doit pas insulter un parent. Et que l'enfant continue, et qu'à ce moment-là, quand il est narquois, il faudra traduire précisément ce mot, quand il est narquois, et qu'il a vraiment l'intention de se moquer, et quand il a l'intention d'humilier le parent. Je pense qu'à ce moment-là, si on est calme, on ne donne pas une fessée pour se faire du bien à soi comme grande personne, mais si on est calme, si on prévient l'enfant, à 3, si tu n'obéis pas, si tu ne te calmes pas, tu auras une fessée, à ce moment-là, on peut donner une fessée. Mais il faut qu'elle soit très rare, 1 ou 2 fessées dans la vie. Mais l'enfant sait que ça existe, c'est une limite. Et il faut aussi que le reste du temps, on soit gentil avec l'enfant. On n'élève pas un enfant avec des fessées. Na sua análise, o senhor propõe o detalhamento, o senhor faz o detalhamento de 10 situações diante das quais o profissional que lida com isso pode se confrontar. Il y a, d'un côté, des situations de très grande négligence, avec des parents qui étaient très gentils. Ils étaient comme de grands adolescents. Et nous avons pensé que nous pourrions faire progresser ces parents. Et en fait, ces parents avaient subi une histoire terrible quand ils étaient enfants eux-mêmes, et ils n'arrivaient pas à comprendre les besoins de leur enfant petit. C'est-à-dire ils n'avaient pas d'enfant en eux qui comprenait quand leur enfant avait peur, ils laissaient leur enfant avoir peur. Quand leur enfant avait besoin d'être pris dans les bras, ils ne pouvaient pas le comprendre. Pardon. On avait beau leur montrer et on avait beau jouer avec eux, on n'y est pas arrivé. Et puis, il y avait d'autres situations beaucoup plus terribles. Par exemple, un enfant qui avait été battu, qui était mis dehors dans le froid et qui avait vu son hamster
son hamster, écrasé, tué par son beau-père. Et cet enfant avait mis ces images terribles à l'intérieur de lui. Et nous avons eu 5 blessures chaque semaine, 5 membres du personnel blessés chaque semaine avec lui. Donc cet enfant avait tellement peur qu'il demandait que l'on ferme à clé sa chambre la nuit pour être sûr que le beau-père n'allait pas venir l'attaquer. Donc ça, ce sont les deux extrêmes. Des parents gentils, mais déprimés, très déprimés et complètement incapables de changer. Et l'autre extrême, c'était des parents qui pouvaient être sadiques, violents, et l'enfant avait aussi eu très faim. Et en France, comme il ne fallait pas faire de peine aux parents, on a laissé ces enfants exposés très longtemps dans ces familles. Nous avons dû faire une véritable bataille judiciaire pour arriver à les protéger. Ça a été très, très difficile. O senhor deve ter enfrentado muitas, e a sua equipe também, muito preconceito durante a pesquisa e o trabalho. Qual foi o mais forte deles? Le plus fort, cela a été quand nous avons dû utiliser ce qu'on appelle des dispositifs contenants. Les dispositifs contenants, c'est un peu compliqué à expliquer. Ces enfants n'ont aucune enveloppe de leur corps, aucune image de leur corps. Donc, ils ne peuvent pas garder la violence à l'intérieur d'eux parce qu'ils n'ont pas d'enveloppe. Quand on les fait dessiner, ils dessinent des petits morceaux, alors qu'un enfant de 8 ans dessine un corps avec le tronc, les jambes, les bras, la tête. Eux, il y a des trous partout, c'est des petits morceaux. Donc comment est-ce qu'on fait pour qu'un enfant récupère le sentiment qu'il peut garder la violence à l'intérieur de lui? Donc nous avons utilisé diverses méthodes. Des bains thérapeutiques avec de l'eau autour du corps, des enveloppements. Quand un enfant est très violent, nous lui proposons une couverture et nous l'entourons dans la couverture. Et souvent, il se calme très vite. Mais il a fallu aussi mettre des moments d'isolement dans la chambre. Et pour ces enfants, les murs, c'est comme une enveloppe. Et chaque fois, on nous disait, mais il y a aussi certains enfants, parce qu'on dit enfants, mais certains enfants font 85 kilos. Un enfant de 12 ans fait 85 kilos. Par exemple, il y a eu un enfant qui a arraché la joue d'un autre enfant en le mordant et qui a cassé la mâchoire d'un éducateur. Quand cet enfant a commencé à nous attaquer, nous avons été obligés de l'attacher pendant 2 jours. On le détachait pour qu'il mange, on détachait une main pour qu'il dessine, mais il pouvait tuer. Il pouvait vraiment tuer. Et à ce moment-là, toutes les autres équipes nous sont tombées dessus. Elles nous ont dit, ce que vous faites, c'est de la psychiatrie des anciens pays de l'Est. Vous êtes des nazis. C'est la psychiatrie d'avant Philippe Pinel. Je ne sais pas si c'est la psychiatrie du 19e siècle. Et ça a été terrible parce que les enfants violents, et certains enfants violents essayaient de nous frapper. Nous avons eu des infirmières qui ont eu les dents cassées, et puis d'autres personnes blessées. Et les personnes extérieures au service nous attaquaient. Et quand les premiers enfants sont sortis en allant bien et en n'essayant plus de taper, à ce moment-là, enfin, on nous a crus. Et on s'est mis à nous envoyer beaucoup d'enfants très violents. Mais il a fallu faire cette expérience dans une grande solitude, et cela, ça a été très difficile. Maintenant, nous sommes la maison mère, c'est-à-dire que les équipes qui sont en difficulté envoient leurs infirmiers chez nous ou demandent que nous envoyions nos infirmiers pour les aider. Mais au début, nous avons vraiment pris tous les coups. Tous les coups de la part de tout le monde. C'était très difficile. Obrigado, Dr. Berger. Cidadania conversou com o Dr. Maurice Berger, especialista em prevenção da violência na infância e na adolescência. Mande suas críticas e sugestões para o nosso programa. Se quiser uma cópia, o endereço eletrônico é o mesmo, www.senado.leg.br/TV. Obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania.